Alors, nous recevons maintenant Nathalie Elmy et Patrick Fénichet, encore un binôme d'exception qui nous fait le grand honneur de sa présence. Alors, l'ubiquité serait-elle réincarnée et s'appellerait-elle Nathalie Elmy? C'est plausible. Il est en effet beaucoup plus aisé de lister les endroits de la planète où notre docteur en sciences économie n'est pas, plutôt que ceux où elle est. C'est un fait que vous êtes absolument partout, Nathalie. D'ailleurs, la liste où elle n'est pas frise avec la page blanche. Nous sommes donc extrêmement chanceux que son agenda ait accepté de nous la libérer pour quelques heures aujourd'hui. Nathalie, vous êtes responsable de la section économie environnementale au Centre scientifique de Monaco, où face aux émissions de carbone, vous évaluez les impacts et les coûts de l'action par rapport à l'inaction. Vous êtes aussi auteur principal du rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère. En revanche, alors ça c'est du Antoine, il semble que vous n'êtes pas guide au café Pouchkine, où malheureusement nous n'irons donc pas boire un chocolat. Il l'a écrit, il l'a écrit. Alors, on vient effectivement de présenter Nathalie. Alors, vous travaillez en binôme donc avec le professeur Fénichel. Professeur Fénichel, on me parlait du café Pouchkine. Vous ne vous appelez pas Gilbert, mais Patrick. Peu importe. Vous êtes professeur émérite de l'Université Côte d'Azur. Vous êtes endocrinologue, gynécologue. Vous avez été chef du service d'endocrinologie et de gynécologie et de reproduction du CHU de Nice. Et vous avez été aussi directeur d'équipe et d'unité INSERM au Centre méditerranéen de médecine moléculaire. Alors, il existe dans la nature des relations dites symbiotiques, comme par exemple celle de la tortue et du rémora, ou du poisson clown et de l'anémone de mer. Il semble qu'il en soit ainsi de Nathalie Elmy et de Patrick Fénichel. Vous appartenez à des espèces très différentes. L'une est économiste et l'autre médecin. Et pourtant, votre collaboration symbiotique est aussi durable qu'admirable, et au sein de laquelle vous faites mentir l'arithmétique en démontrant magistralement qu'un et un font au moins 3, voire beaucoup plus. Alors, si le PC veut bien marcher, on va vous donner les micros et la parole. Très bien. Alors, bonjour, merci d'ailleurs pour cette introduction. Alors, on a déjà vu largement aujourd'hui que dans le cadre de l'Anthropocène, il y a 3 bombes à retardement, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, dont il a été beaucoup question à l'UNOC, et troisièmement, la pollution de la planète, que ce soit la pollution de l'air, comme on l'a vu ce matin, ou la pollution chimique, mais elle se tient. Je ne suis pas intervenu ce matin, mais je peux d'emblée dire que les polluants chimiques s'absorbent sur les particules fines, et non seulement elles pénètrent dans l'organisme, mais elles voyagent, puisqu'on a trouvé que les Inuits, les femmes Inuits, avaient dans leur sang des pesticides, des PCB, des perfluorés, qu'ils n'utilisent absolument pas et qui proviennent de distances de milliers de kilomètres. Donc effectivement, ça voyage. Donc la pollution quelle qu'elle soit, et surtout la pollution chimique, elle va globalement toujours se terminer au niveau des océans. Alors, cette première image, ce premier dessin, il provient, c'est la première page d'un rapport que je vous recommande de lire d'ailleurs, qui est le rapport de la commission Minderou, qui a réuni des scientifiques du monde entier à Monaco durant l'année 2021, dont j'ai eu la chance d'ailleurs de faire partie en tant que médecin pour les aspects santé. J'ai appris d'ailleurs énormément de choses. Et cette commission étudiait les rôles entre la pollution des océans et les effets sur la santé. Et comme vous pouvez le voir, mais je pense que je vais me lever parce que je ne vois pas, sinon... Vous pouvez voir que dans cet iceberg, le premier tiers supérieur qui est le plus visible, c'est la pollution plastique. Et merci. Même si je ne vais pas parler aujourd'hui de la pollution plastique, je pense que dans les 10 ans à venir, vous allez en entendre parler de plus en plus, parce que c'est une véritable bombe à retardement. Ce qui n'est pas figuré sur cette diapo. En 2021, même moi, je n'ai pas eu l'idée,
encore en 2021 de proposer qu'on rajoute quelque chose et qui est un peu difficile à figurer, mais qui est dramatiquement dangereux, c'est les microparticules de plastique. En fait, ces plastiques que vous trouvez dans la mer, si vous faites de la plongée, vous allez certainement en trouver au large de Nice ou au large de Monaco ou entre Monaco et Nice. Ben, ces plastiques vont être fragmentés et vont donner lieu à des microplastiques, puis à des nanoparticules de plastique qui, bien sûr, vont pénétrer dans les organismes vivants, pénétrer dans les cellules, y compris les cellules humaines, et vont entraîner des pathologies dont on ne suspecte pas encore l'étendue. Probablement de nombreuses pathologies chroniques très courantes ont comme facteur de risque, ont comme intervenant ces microplastiques. Mais, comme vous voyez, vous avez d'autres produits qui sont des polluants chimiques, qui sont des pesticides, des dérivés, des nitrates, les perfluorés, les perbromés. Et alors, ça m'avait un petit peu interpellé à l'époque, c'est le mercure qui est situé en 3, le mercure, et qui paraît donc être un polluant extrêmement important. Et ceci nous a donné l'idée, avec Nathalie, de prendre aujourd'hui, ou dans d'autres conférences qu'on fait tous les deux, l'exemple du mercure pour montrer comment ce dérivé des activités humaines est capable d'être délétère pour la santé humaine, comment ça a un coût par rapport au coût sanitaire et comment la prévention pourrait être extrêmement bénéfique sur le bien-être et sur le coût économique. Voilà. Alors le mercure provient des combustions de charbon, des activités industrielles multiples, de l'orpaillage. Ça, c'est un drame en Guyane pour les enfants, parce que vous savez que les chercheurs d'or illégaux utilisent le mercure pour extraire l'or donc de ce qu'ils ramassent. Les incinérateurs, les crématoriums, il y en a partout. Le trafic maritime, mais c'est le trafic maritime est toute petite part. Tout le reste vient de l'activité terrestre. Et le mercure est converti, le mercure qui est inorganique et qui est soluble dans l'eau, mais qui n'est pas soluble dans les produits lipophiles, dans la graisse, est converti en méthylmercure, en particulier par des bactéries qu'il y a particulièrement dans les organismes marins de la Méditerranée. Je vais vous donner un exemple, ça va vous faire peur. Dans les moules, il y a pas mal de ces bactéries. Ces bactéries convertissent le mercure en méthylmercure. Or, il s'avère que pour des raisons d'activités industrielles multiples, il y a quand même 21 pays autour de la Méditerranée, il y a 200 millions de touristes chaque été, vous avez des activités industrielles multiples, des fleuves qui se déversent dans cette mer fermée, dont le renouvellement de l'eau est assez lent, qui fait que la mer Méditerranée est l'océan le plus pollué de loin en méthylmercure. Or, diapo suivante, ce mercure va être ingéré par les organismes vivants, en commençant par le plancton, transformé en méthylmercure. Et vous avez ici une diapo très importante, qui est la chaîne alimentaire. Plancton mangé par le petit poisson, qui lui-même va être mangé par un plus gros poisson, etc., jusqu'à manger par des énormes poissons comme requins, thons ou espadons, que je ne vous recommande pas de manger s'ils sont en provenance de la Méditerranée, parce qu'ils sont extrêmement riches en méthylmercure. Vous avez ici la concentration des tissus de différents poissons en fonction de leur position dans la chaîne alimentaire. Donc l'homme, les gros poissons donc, méditerranéens, possèdent la plus forte concentration en méthylmercure de tous les océans. L'homme est contaminé par voie alimentaire. Alors 3 parts de gros poissons méditerranéens par semaine vous donnent une concentration sanguine qui dépasse la valeur toxique de référence. C'est la concentration qui a été donnée par les scientifiques, au-dessus de laquelle apparaissent des troubles neurologiques ou des troubles cardiovasculaires. Le méthylmercure est un puissant neurotoxique et en fait c'est un perturbateur endocrinien. Moi ça fait
20 ans que je travaille sur les perturbateurs endocriniens et c'est la raison pour laquelle le mercure m'intéressait aussi particulièrement. Donc le mercure est un perturbateur endocrinien qui va bloquer, si ça vous intéresse, dans la discussion, je vous expliquerai exactement le mécanisme biologique précis, mais globalement, ça va empêcher, perturber l'action des hormones thyroïdiennes qui sont essentielles au développement du cerveau fœtal. Donc, c'est en particulier les femmes enceintes qui vont être les plus exposées au méthylmercure, dont les conséquences à long terme sur les enfants vont être les plus grandes. Donc j'ai dit chez l'adulte éventuellement des problèmes de démence et de troubles cardiovasculaires et des troubles surtout neurodéveloppementaux et neuromoteurs chez le fœtus et l'enfant. Je vais vous montrer un petit film maintenant parce que toute cette histoire provient des années 60-70. Vous avez dû entendre parler de cette catastrophe écologique qui s'appelle la catastrophe et la maladie de Minamata, dans une baie du sud du Japon. Et c'est après des années et des années de bagarres, en particulier d'un médecin japonais, pour faire reconnaître la responsabilité de l'industrie pétrochimique qui était au bord de cette baie et faire reconnaître par les autorités japonaises cette maladie liée au méthylmercure. C'est globalement des troubles neurologiques que vous allez voir. Et on va regarder, parce que c'est assez impressionnant, quelques minutes, cette petite vidéo. J'ai eu la chance d'être professeur associé au Japon, donc j'ai eu pas mal de liens avec des médecins et avec des chercheurs qui s'occupaient de médecine environnementale au Japon et m'ont beaucoup sensibilisé à cette histoire de Minamata. On peut baisser le son. C'est pas de chance parce que nous on l'a là, mais vous le voyez pas. Ah oui. Bon ben. Ah Ah non, le son n'est pas intéressant, c'est les images qui est intéressant. Le son, je peux le remplacer. Alors, dans les années 60-70, c'est apparu des gens qui avaient, des adultes qui avaient des extrêmement comportements très anormaux, qui commençaient à trembler, à avoir des troubles de la coordination des mouvements, qui n'arrivaient pas à s'alimenter et qui n'arrivaient plus à marcher et qui faisaient parfois des convulsions, voire des convulsions mortelles. Il y a eu en tout près de 2000 morts sur une période de plusieurs années liées à cette intoxication au méthylmercure. Par la suite, alors, il faut dire qu'il y avait une industrie pétrochimique qui utilisait le mercure un petit peu comme les orpailleurs et qui rejetait du méthylmercure. Et beaucoup d'habitants, bien sûr, au bord de cette baie de Minamata étaient des pêcheurs. Et c'est chez les pêcheurs et leurs familles qu'on a constaté les premiers signes. Et le pire, c'est quand sont apparus les premiers enfants qui sont nés de femmes qui consommaient les poissons et intoxiqués par le méthylmercure. Ces enfants présentaient un déficit mental majeur, une coordination des mouvements complètement perturbée, impossible de se tenir debout, impossible de faire des mouvements précis. On va laisser tomber, si vous voulez, je ne veux pas prendre le temps, on va passer à la diapo suivante. Ouais. Allez, on passe, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai que c'était assez impressionnant de voir ces sujets avec maladies neurologiques. Donc j'ai dit que le pire, c'était pour les enfants qui présentaient donc ces différents troubles, qui présentaient des déficits cognitifs majeurs, des troubles à coordination, des troubles du langage, des troubles auditifs, des troubles visuels, surtout la représentation spatiale, parce qu'il y a beaucoup d'atteinte du cervelet qui intervient dans la coordination des mouvements. Tout ça a mis des années à être reconnu et a donné lieu à une commission internationale, qui est la commission du Minamata, et on s'est aperçu qu'à travers le monde, la plupart des organismes marins étaient contaminés par le méthylmercure, mais à des doses plus ou moins, à des concentrations plus ou moins élevées. Et ce qu'on s'est aperçu, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que, en dehors de ce qui s'est passé à Minamata, où les concentrations étaient majeures, des faibles quantités de méthylmercure sont capables, si
c'est la femme enceinte qui en est exposée, capable d'entraîner chez l'enfant des baisses de QI, perte de QI, des problèmes de mémoire, des troubles neurodéveloppementaux, des troubles de la motricité fine et des troubles du langage. Et ça, il y a des études prospectives qui ont montré sur des pays qui ont des côtes maritimes en Europe, aux États-Unis, qu'il y avait un lien entre ces troubles et la concentration de méthylmercure qu'on pouvait trouver dans les produits de la mer qu'ils consommaient. Donc, pourquoi? Je vous rappelle que les hormones thyroïdiennes, c'est pour ça qu'on dit que l'iode aussi est essentiel. L'iode, n'est utilisé dans l'organisme qu'à un seul endroit pour la formation de l'hormone thyroïdienne. Et donc l'hormone thyroïdienne et l'iode sont essentiels pour le développement du cerveau fœtal. Diapo suivante. Alors, voici, pour terminer, j'ai peut-être été long même, mais il y a eu... Voilà. Pour terminer, quelques recommandations qui s'adressent surtout aux femmes enceintes, mais il n'y en a pas beaucoup dans la salle, ou de jeunes femmes qui veulent avoir des enfants, mais aux mères et aux grands-mères des jeunes filles qui veulent avoir un enfant. Pour celles-là, leur recommander, avant qu'elles arrêtent la contraception, d'éviter complètement les gros poissons prédateurs de la Méditerranée, thon, espadon, requin, préférer les petits poissons maigres, sardines, anchois, merlan, sard, éventuellement dorade, c'est-à-dire des poissons plats, petits, moins prédateurs. Pas de fruits de mer, surtout pas de moules qui proviennent de la Méditerranée. D'ailleurs, je vous conseille, j'espère que je ne vais pas me faire attaquer, mais si vous aimez les moules, prenez-les plutôt en provenance de l'Atlantique, de nos côtes atlantiques, parce qu'elles sont moins polluées en mercure, elles sont moins polluées parce que l'Atlantique est un grand océan et ça se dilue beaucoup plus. Pas plus de 2 portions de poisson par semaine, c'est valable pour tout le monde, mais y compris, c'est une recommandation de l'ANSES pour les femmes enceintes, pas plus de 2 fois par semaine de thon en boîte. Pourquoi j'ai rajouté ça? Parce qu'on s'est aperçu, parce que moi je suis gynécologue, pas tellement à Nice, mais dans des villes où il y a des squats, où il y a des gens qui sont en situation socio-économique très fragile, et ben, les femmes enceintes mangent du thon parce qu'on leur a dit que le poisson c'était bon, il y a des oméga 3, et donc comme elles n'ont pas beaucoup de moyens, ça coûte pas cher, elles mangent presque tous les jours des boîtes de thon. Alors le thon, je vous ai dit que c'était dangereux, puis la boîte métallique de thon est tapissée de bisphénol A, qui est un autre polluant extrêmement délétère donc je vous recommande de ne pas manger de conserve, pas boire d'orangina ou de Coca-Cola dans des canettes métalliques. D'ailleurs, ce n'est pas très bon le Coca-Cola, l'orangina, mais si vous l'aimez, prenez plutôt des bouteilles en verre. Voilà. Prendre du sélénium, ça c'est un truc médical. Ça, le sélénium est un oligo-élément qui est indispensable pour la synthèse d'une enzyme qui transforme la pro-hormone thyroïdienne en hormone active thyroïdienne. Et c'est ce sélénium qui est bloqué par le méthylmercure. Donc plus vous avez de sélénium, plus ça va déplacer le méthylmercure et ça va permettre à ce moment-là la synthèse de la désiodase qui transforme l'hormone thyroïdienne inactive en hormone thyroïdienne active. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Nathalie, qui a participé à une très belle étude qu'elle vous a montrée, qui a essayé d'évaluer le coût que pouvaient présenter ces troubles de ces enfants. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci, Patrick. C'est un honneur pour moi d'être sur scène là avec le professeur Fénichel. Je pense que voilà, vous avez tous bénéficié de ces bons conseils et à moi maintenant de vous parler de ces coûts économiques, puisque voilà, c'est un complément de présentation. Donc, non, non, bouge pas. Ah. Il y en avait une avant. Voilà, donc l'étude que je voulais vous présenter, c'est le problème du mercure et le coût de son impact en Méditerranée.
Donc, comme vous a expliqué le professeur Fénichel, la Méditerranée est une mer fermée. Mais pour nous, en tant qu'économistes, elle est aussi intéressante parce qu'elle représente des différents niveaux de développement. Le nord qui est plus développé, l'Europe, et le sud qui est moins développé. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des études économiques dessus. On a choisi le mercure, mais en fait, on est intéressé par tout autre polluant. Quand on a commencé par parler du plastique dans cette présentation, je pense que par la suite, on va parler d'autres choses parce que il y a notamment les effluescences d'algues toxiques qui sont aussi très intéressantes à étudier en Méditerranée. Donc là, en fait, on a pris le mercure, on a fait une étude multidisciplinaire et on a essayé de voir comment les espèces marines étaient impactées et comment ces espèces marines vont impacter notre propre santé. Et ça va avoir évidemment des coûts économiques. Donc, on est parti donc de ce mercure dans les fruits de mer. On a étudié les apports quotidiens de fruits de mer qui sont produits en Méditerranée, sachant que certains produits qu'on consomme ne viennent pas de la Méditerranée, mais viennent d'ailleurs. Et les produits méditerranéens sont aussi exportés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu inclure aussi dans notre étude. Et en tout cas, ce qui est intéressant, quand on a voulu voir le coût, c'est qu'on a trouvé que plus de 10 milliards d'euros par an de pertes dans les pays méditerranéens étaient dus à ce mercure qui est déversé. Donc on l'a vu en plus beaucoup par ce qui se passe sur Terre en fait. Ce sont nos activités terrestres qui polluent la mer et ça coûte extrêmement cher. Les coûts les plus élevés ont été relevés en Égypte, en France, en Turquie et en Italie. Et donc, c'est en étudiant l'impact sur le PIB de ces pays-là, le produit intérieur brut, qu'on a pu avoir ce chiffre. Ce chiffre reste quand même sous-estimé parce qu'on n'a pas tout tenu compte. Notamment, on n'a pas tenu compte des coûts que ça a impacté de se soigner, d'aller voir le docteur, d'aller à l'hôpital, des médicaments qu'on doit prendre parce qu'on est impacté par cette pollution. Donc vous voyez qu'en fait, le coût qu'on a estimé est encore très largement sous-estimé. Donc ce qui se passe sur Terre impacte la mer et ce qui se passe en mer nous impacte à nous. Donc c'est pour ça qu'on est dans le cadre quand même de l'UNOC 3 qui se déroule actuellement à Nice et c'était important de le souligner. Il faut protéger nos océans, il faut protéger notre planète. Sinon, c'est nous, au final, qui sommes impactés. C'est notre survie qui est en jeu. Donc, ce qu'on recommande, c'est de renforcer les normes sanitaires sur les produits de la mer, d'harmoniser les systèmes de surveillance du mercure, d'élaborer des politiques de gestion intégrées entre santé publique et durabilité de la pêche. Donc, quand on parle à des décideurs politiques, l'aspect économique reste quand même, on va dire, une clé d'entrée importante, puisque en mettant un prix de combien ça coûte de polluer, en général, ça les fait réagir. Mais sachant que ce qui est le plus important, c'est que ça impacte quand même notre santé, comme on l'a vu, et notre bien-être, puisqu'on n'a pas vu la vidéo, mais c'est quand même quelque chose de très frappant de voir l'impact que ça peut avoir sur le bien-être humain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie.